Khan. Monsieur Khan, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Madame la Présidente, Mesdames les juges, nous assistons aujourd'hui au premier jour du mois sacré pour les musulmans, le mois du Ramadan, où des millions de musulmans, partout dans le monde, y compris au Soudan, s'abstiennent de toute nourriture, de toute boisson, entre l'aube et le coucher du soleil. Ils se réjouissent de rompre le jeûne à l'occasion de ce qu'on appelle iftar. Et il y a eu un autre jeûne auquel ils ont participé, non pas par choix, mais par obligation. Et c'est cette attente de la justice qui est ce jeûne. Et c'est pourquoi aujourd'hui c'est une journée historique. C'est une sorte d'iftar, donc une rupture du jeûne, en quelque sorte, pour des millions de Soudanais de par le monde qui attendaient impatiemment l'arrivée de cette journée d'aujourd'hui. Ils attendaient que la justice soit rendue de façon impartiale par la Cour pénale internationale, que la Cour commence la procédure qui consiste à entendre les témoignages et pouvoir apprécier la responsabilité pénale de l'accusé. Évidemment, il s'agit là de la première situation qui a été renvoyée à la CPI par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 mars 2005. Il s'agit donc du premier procès découlant de cette situation. Et à un moment particulièrement crucial, le Conseil de sécurité a jugé que la situation au Darfour représentait une menace pour la sécurité et la paix internationale. Tout au long de ce procès, Madame la Présidente, Mesdames les juges, vous comprendrez l'urgence d'une telle décision de la part des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Les informations ainsi que les allégations qui étaient d'une autorité publique à partir du 31 mars 2005 étaient très nombreuses. Des viols contre des femmes et des filles, des enfants qui étaient ciblés lors d'attaques, des enfants qui étaient enlevés, des hommes, des garçons, entre autres, qui ont été exécutés, des maisons qui ont été sauvagement détruites, des gens qui ont dû prendre la fuite en laissant tout derrière eux, des gens qui ont perdu tout ce qu'ils possédaient, donc leur vie allait changer à jamais. Et le 18 septembre 2004, le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis sur pied une commission d'enquête pour enquêter sur les événements qui étaient de plus en plus connus du monde. Et en janvier 2005, cette commission a fait rapport. Et à l'époque, elle a constaté que, dès le début, 1 million de personnes déplacées à l'interne et plus de 200 000 réfugiés. Et tragiquement, pour nombre d'entre eux, ces nombres ont augmenté au fil des années. Madame la Présidente, Mesdames les juges, vous allez entendre toute une palette d'éléments de preuve dans le cadre de ce procès où vous devrez connaître de 31 chefs d'accusation à l'encontre de Ali Abdelrahman Ali Koucheib et qui vient de plaider non coupable de toutes ces charges. Je ne vais pas répéter tous ces chefs d'accusation. Mes collègues de l'accusation vous en parleront de façon plus détaillée. Mais permettez-moi de parler des enfants. Pendant trop souvent, les enfants ont été les victimes invisibles des conflits et des guerres, du fait d'amalgame avec le reste de la société civile ou du fait simplement qu'on ne tenait pas compte de leur présence même. L'effet est que les séquelles sont là et sont profondes et sont durables. Ils ont perdu leur vie
dans les communautés, dans les villages, et ces enfants, ceux qui étaient des enfants, sont devenus des adultes aujourd'hui. Et la vie n'est plus la même pour eux. À titre d'exemple, juste pour illustrer la tragédie qu'ont dû connaître ces enfants, on n'a qu'à penser au fait que la plupart des morts parmi les enfants avaient moins de 5 ans. Les plus vulnérables, les plus innocents, membres de la famille internationale. Tout au long du procès, vous entendrez, Madame la Présidente, Mesdames les juges, des témoins vous raconter cela. Et le bureau du procureur fera de son mieux pour mettre en exergue les effets tragiques de ces crimes sur les enfants et comment les enfants ont été ciblés délibérément. Le témoin P087 vous donnera un aperçu de la tragédie qui s'est déroulée. Et permettez-moi de citer les propos de ce témoin. Donc ce témoin viendra vous dire, j'ai vu 2 corps. Celui d'un garçon, un garçon qui était en train de... En fait, une mère qui était en train d'allaiter son enfant, et ils ont été abattus par balle. Et lorsque l'enquêteur lui a demandé ce qu'il voulait dire au juste, le témoin a poursuivi donc son récit et a dit ceci. Ce petit garçon, sa mère venait de mourir alors qu'elle était en train de l'allaiter. Il devait avoir entre 4 et 5 mois. C'est un exemple de la tragédie humaine que viendront vous raconter les témoins dans le cadre de ce procès. Et vous aurez à connaître de ces faits, à vous de déterminer si cela est vrai ou pas, si M. Abdelrahman a engagé sa responsabilité pénale pour ces crimes ainsi que pour d'autres crimes. Même ceux qui se sont enfuis n'ont pas pu regagner des lieux sûrs. Nombre d'entre eux ont subi des difficultés énormes, partant pour sauver leur vie. Vous entendrez une autre mère décrivant son angoisse alors que son enfant de 10 mois mourait de déshydratation et de malnutrition après avoir quitté leur domicile. Le témoin P083-4 vous dira, je cite, « Mon fils de 10 mois est mort alors que nous étions à Moukjar. Il était malade et alors que nous fuyions, je n'ai pas pu suffisamment le nourrir. Il pleuvait beaucoup et il avait la diarrhée. De nombreux enfants, de jeunes enfants, de personnes âgées, de femmes enceintes sont morts durant cette période en raison des difficultés difficiles dans lesquelles ils devaient survivre. Un jeune homme du village de Kaskadi a décrit qu'il a marché pendant 4 jours après une attaque. Il était accompagné par des femmes horrifiées et des enfants. Et le P0850 vous dira, je cite, « Nous étions épuisés et extrêmement affamés. Nous avions soif. Nos pieds étaient coupés et enflés alors que nous marchions pieds nus. Mes vêtements étaient infestés de poux. Les enfants ne pouvaient plus marcher. Ils demandaient à ce qu'on les porte. Les femmes, les mères n'avaient plus suffisamment d'habits pour couvrir leurs bébés. » Voilà l'aperçu que je vous donne, Madame la Présidente. Cette caravane d'êtres humains fuyant une attaque. Les pieds lacérés, alors qu'ils essaient de se rendre en boitant vers un lieu sûr, incertain et un futur imprévisible. Madame la Présidente, Mesdames les juges, il y a pléthore d'exemples. Et je lis des exemples délibérément pour vous, pour illustrer les souffrances des familles. Le P943, par exemple, et on parle là, et je n'imagine rien, de militaires, de combattants. Il ne s'agit pas de combattants ou de cibles légitimes. Donc le P943 est une mère de famille, qui décrit en termes terribles son incapacité à fournir un abri
aux très nombreux jeunes enfants avec lesquels elle voyageait. Elle dit, je cite, « Ma famille et moi avons passé 3 jours dans la forêt. C'était extrêmement dur. Il pleuvait énormément. Nous n'avions aucun lieu où nous rendre, donc nous sommes restés sous les arbres. Il y avait des janjaweed devant et derrière nous. À cette époque, j'étais avec ma sœur aînée et ses 6 enfants. Ils étaient tous mineurs et ma sœur était enceinte. L'épouse de mon frère et ses 4 enfants nous accompagnaient. Les enfants étaient tous mineurs. Mon frère cadet et ma mère, se corrige l'interprète, nous accompagnaient également. C'est un exode moderne, Madame la Présidente. Cette longue file humaine, terrifiée, essayant de se sauver pour ne pas perdre la vie. Comme nous l'avons vu, comme nous le voyons aujourd'hui à travers le monde, dans des conflits malheureusement tragiques, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, partout. Il est trop facile d'oublier pourquoi le Conseil de sécurité a renvoyé la question à cette Cour. De nombreux qui nous regardent aujourd'hui, de nombreuses personnes qui nous regardent aujourd'hui ne se souviennent peut-être pas de ce qui s'est passé au Darfour, raison pour laquelle, Madame la Présidente, avec votre autorisation, je souhaite montrer un montage de différents clips vidéo et je remercie mon confrère Maître Lauchi qui nous autorise à montrer ce film. Cela n'a pas été présenté pour la véracité de leur contenu, ce ne sont pas des éléments de preuve, cela vise à fournir un contexte de ce qui était à l'esprit des membres du Conseil de sécurité et ce qui les a poussés à renvoyer cette question, cette affaire devant la Cour. Et si vous le permettez, Madame la Présidente, je vais tout d'abord vous montrer une vidéo de Global News qui est un organe de presse canadien très important. Certains de ces clips ne sont peut-être pas très cohérents les uns avec les autres, mais cela montre que lorsque le Conseil de sécurité a renvoyé l'affaire, il y a eu toutes les occasions pour que les individus qui possédaient des armes et des avions cessent les hostilités et pensent d'abord à l'humanité, pas la politique, pas le pouvoir et pas les préjugés et les persécutions. Toutefois, les appels répétés que vous allez entendre n'ont pas été entendus pour les millions d'habitants du Darfour et du Soudan. C'est tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc je vais vous montrer cet extrait de Global News tout d'abord de 2003. Security developments to tell you about in Sudan, where some say a genocide is unfolding. Au Soudan, où un génocide se déroule. Le gouvernement a 30 jours pour désarmer les milices arabes accusées d'atrocités parmi les groupes non arabes dans la région du Darfour. Madame la Présidente, Mesdames les juges, nous allons maintenant, nous allons passer un documentaire maintenant de Darfur Now, documentaire produit en 2007. Et il ressort très clairement de ce documentaire que les clips que nous allons montrer portent sur la période 2003-2004. Je vais ensuite vous montrer 2 extraits supplémentaires préparés par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires en 2004. Le premier extrait ne montre qu'un bref aperçu de la diversité des moyens utilisés dans le cadre des pogroms contre les Darfouriens. Vous verrez un avion larguer des bombes et vous verrez à partir du sol les villages et les villes qui ont été affectés. Veuillez montrer ces extraits, je vous prie.
أيها الأخوة المشاهدون شاهدوا قناة الأنتلوب هذه المدينة إنه مدينة كارنوي تحترق تحت دانات الانتنوف. أيها الأخوة المشاهدين هذه أثر الضربة التي خسفت هذا المكان وكما تشاهدون هذا المنزل مشتعلا. Entire villages and towns. Des villages entiers sont maintenant vides, alors que de nombreux villages ont été détruits par les milices ou les Janjaweeds, comme on les connaît maintenant. Des maisons ont été brûlées, le bétail volé et des enfants enlevés dans une politique de la terre brûlée qui a engendré un exode massif des personnes. Madame la Présidente, vous verrez sur la base de ces quelques secondes le contexte du Darfour, un pays au sol souvent très aride, avec des constructions souvent rudimentaires, et vous avez vu également le peuple du Darfour qui a été touché. Depuis l'Antiquité, ce peuple a montré une remarquable résilience pour cultiver cette terre. Ils ont eu l'endurance pour survivre dans ce climat et ces conditions extrêmement difficiles. Ce ne sont pas les éléments qui les ont fait fuir, ni le sol, ni le climat. C'est une politique délibérée contre eux pour plusieurs motifs basés principalement sur les préjugés et la persécution. Ce ne sont pas uniquement des bâtiments qui ont été détruits. Bien entendu, des vies humaines l'ont également été. Et vous aurez l'occasion d'entendre au cours de ce procès des Darfouriens eux-mêmes. Et il vous incombera d'évaluer. Et je puis vous dire que chaque fois que j'ai interagi avec les habitants du Darfour et des survivants à travers le monde, eh bien, j'ai été frappé par leur dignité, ainsi que leur remarquable résilience. On peut exprimer cela de maintes manières, mais le clip, l'extrait que je vais vous montrer, extrait maintenant d'un documentaire de la BBC intitulé Killing Fields de novembre 2004, montre un des nombreux exemples d'une femme très digne et très calme qui a vécu de nombreuses horreurs. Et vous entendrez les termes arabes Abid, Abid. Vous les entendrez également dans les propos liminaires de mes collègues. Abid signifie esclave. Et le sentiment qu'elle exprime est le suivant. Étant donné qu'elle est noire, elle est considérée comme moindre par ceux qui l'attaquaient. Sa vie n'a aucune valeur. Et cette raison, son ethnicité, son appartenance ethnique, sa couleur, a été une raison pour lui prendre sa vie, pour prendre sa vie et celle de sa communauté. Veuillez montrer le documentaire, je vous prie. Il disait que les Noirs étaient des esclaves, que les Noirs étaient stupides, qu'il fallait les prendre vivants, les ligoter et les emmener. Il disait, tuez-les. Ils nous terrorisaient. Things Les choses ne se sont pas calmées et ces personnes ont dû fuir, non seulement au Soudan, mais également au Tchad. Et l'extrait suivant vient du camp de réfugiés de Touloum, à la frontière avec le Tchad, mais du côté soudanais. De nombreuses personnes qui suivent ce procès à travers le monde aujourd'hui, un grand nombre de ces personnes se trouvent encore aujourd'hui dans ces camps. Et je vous demanderai de bien vouloir montrer cet extrait maintenant. Just inside the Chadian À
l'intérieur de la frontière tchadienne, des réfugiés essayent de retourner à la normalité après que leur vie ait été détruite. Des vies traumatisées par la guerre et qui sont maintenant reconstruites dans l'environnement peu familier d'un pays étranger. Ces personnes sont quelques-unes des victimes de la crise au Darfour, un conflit dont les racines se trouvent dans l'impunité qui sévit au Soudan depuis des décennies maintenant. Donc, petit à petit, les murmures que l'on a entendus à travers le monde, que les choses n'étaient pas justes, il y a des reportages qui ont attiré l'attention du monde sur cette situation, et finalement cela est arrivé dans les coulisses du pouvoir, aux plus hauts échelons des Nations Unies. Et l'extrait que je vais vous montrer dans un instant montre l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, le 25 juin 2004, mettre en évidence le fait que ce qui se passait semblait être un crime universel et que les auteurs de ces crimes étaient avertis qu'ils seraient traduits en justice pour ce qui se passait. Malheureusement, la colombe de la paix que vous verrez était plus une prière qui n'a jamais rempli ses promesses au cours de sa vie et qui ne l'a pas encore fait. Mais je crois que ce processus, ce procès et votre responsabilité en tant que juge est un moment important pour réveiller la paix de son sommeil et pour mobiliser notre action. Je vous prie de bien vouloir montrer cet extrait. Nous allons donc, avec le secrétaire d'État, nous rendre à Khartoum ensemble, où nous allons mettre pression ensemble sur le gouvernement pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Étant donné les atrocités qui se sont produites et les crimes qui ont été perpétrés, il s'agit de crimes universels. Par conséquent, les auteurs de ces crimes seront traduits en justice, qui qu'ils soient. Again, those words. Une fois de plus, ces propos sont tombés dans l'oreille d'un sourd. 3 mois plus tard, quelques mois plus tard, le Conseil de sécurité a été une nouvelle fois saisi de la situation au Soudan. Et l'extrait suivant vient du représentant permanent britannique auprès des Nations Unies, Amy Jones Parry, l'ambassadeur, qui souligne qu'il y a des violations à grande échelle du droit international humanitaire et que la commission d'enquête devrait établir les faits et que les violations du droit international humanitaire appeler à ce que la justice soit rendue. Monsieur le Président, il y a beaucoup de rapports crédibles de violations à grande échelle du droit international humanitaire au Darfour. Par conséquent, ce Conseil doit mettre rapidement sur pied une commission d'enquête afin d'établir les faits. Il ne saurait y avoir aucune impunité. Ceux coupables de violations graves du droit international humanitaire ou des droits de l'homme doivent être traduits en justice. À cette époque, les préoccupations étaient devenues un mouvement très important. La société civile, des célébrités, des acteurs, des politiques étaient impliqués dans de nombreuses régions du monde. On s'est rendu compte que des actes et des actions étaient nécessaires et de nombreux responsables et leaders, par exemple l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, Joschka Fischer, montre que parce que la situation ne se calmait pas, il convenait de faire en sorte que les auteurs soient traduits en justice le plus rapidement possible. Veuillez montrer cet extrait, je vous prie. There's no sound on this. Il n'y a pas de son accompagnant cet extrait, mais il est très important que la commission d'enquête indépendante des Nations Unies va enquêter sur les violations graves des droits humains au Darfour et la justice doit être faite et les criminels doivent être punis. La commission d'enquête a rendu son rapport au mois de janvier 2005
il n'y a pas eu de cessation des hostilités ou de retour au calme et dans un délai de quelques mois, à la fin du mois de février, le 28 février 2005 pour être précis, le haut-commissaire aux droits de l'homme, Louis Abbott, s'adressait à la communauté internationale à propos de ce sujet. Merci de montrer l'extrait, je vous prie. J'étais présente à l'automne dernier au Darfour moi-même. Je me suis rendue dans les 3 régions du Darfour. Je me suis rendue, j'ai rencontré les juges, les procureurs et d'autres personnes. Et j'ai eu une impression dans mon cas, mais pour la commission, cela est beaucoup plus documenté. Donc, les cours soudanaises n'avaient pas la volonté ou la capacité de se saisir de ces cas. Et un renvoi devant la CPI est, selon moi, le choix évident. Voilà où nous en sommes. Un manque de volonté de mettre fin au conflit, aucune volonté de se conformer au droit international coutumier, au droit international humanitaire. Le haut-commissaire se rend bien compte que la CPI est une cour de dernier recours, de dernier ressort, et pour elle, la seule option est un renvoi devant cette cour, ce qui a amené le Conseil à prendre des mesures le 31 mars 2005, et ce sera le dernier extrait que je vais vous montrer. En 2005, le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé à la Cour pénale internationale de mener une enquête. Voilà, Madame la Présidente, la résolution 1593 par laquelle le Conseil de sécurité se conforme à ses engagements après avoir créé les tribunaux en 92 et 95, TPY et TPIR, décide que la justice était un aspect important au maintien de la paix internationale et de la sécurité et renvoie cette question grave devant la Cour. 11 pays ont voté en faveur de cette résolution. Et si vous me le permettez, Madame la Présidente, je vais donner lecture du nom de ces pays. L'Argentine, le Bénin, le Danemark, la France, la Grèce, le Japon, les Philippines, la Roumanie, le Royaume-Uni, la République de Tanzanie et le seul membre permanent du Conseil qui n'est pas État partie à la CPI, à savoir la Fédération de Russie, a voté en faveur de ce renvoi devant la Cour. La Fédération de Russie, en 2005, s'est exprimée en faveur de la justice. L'Algérie, le Brésil, la Chine, les États-Unis se sont abstenus, mais dans leurs déclarations, se sont toutefois exprimés en faveur de la Cour. Aucun pays, pas un seul, n'a voté contre cette résolution. Je crois qu'il est donc extrêmement clair de tous les points de vue que ce renvoi était estimé comme un moyen très efficace d'établir la vérité, d'améliorer la situation. Au cours de ces 17 années, je crois que les victimes auxquelles j'ai parlé, même avant que je devienne procureur, ont fait preuve d'une patience remarquable et ont une confiance incroyable en la justice, même à des moments où cet espoir semblait être vain. À mon avis, Madame la Présidente, Mesdames les juges, ce procès permettra de justifier la décision du Conseil de sécurité de renvoyer cette affaire devant la Cour. Je vais maintenant me concentrer sur l'affaire concernant directement M. Abdelrahman. M. Abdelrahman, également connu sous le nom de Ali Kushayb, était membre des Janjaweed. Et l'un des piliers de cette contre-insurrection brutale, de cette campagne, est que le gouvernement soudanais s'appuyait sur Agoud, sur les Janjaweed et les milices arabes. Alors le terme Janjaweed provient de 2 termes arabes, Jinn, qui est ce qui est caché ou pas vu, et Jawid, ce qui est un cheval.
Et souvent, dans le langage commun, les Janjaweed sont les cavaliers du diable. Ils se déplaçaient à cheval et à dos de chameau. Ils attaquaient ainsi des villages, tuant, détruisant et commettant les crimes qui sont décrits dans les charges qui vous ont été lues. Un des témoins se rappelle d'un matin. Ce n'était pas lors de la prière du matin, mais à 9 heures. Le témoin 007 nous dit la chose suivante. Vers 9 heures du matin, les Janjaweed et les soldats du gouvernement ont attaqué la ville à partir de l'est. Je me trouvais dans ma maison avec ma femme et mes enfants lorsqu'ils sont arrivés. Le Janjaweed était à dos de cheval ou de chameau. Certains Janjaweed se déplaçaient à pied et ils ont commencé à tirer au hasard. Au cours du procès, les membres du bureau du procureur demanderont à ces témoins quel effet cela a eu sur leur vie, quel traumatisme ils ont vécu. Et nous en parlerons avant d'en arriver au meurtre, aux destructions de propriétés ou au viol. Quels effets ont eu ces attaques matinales alors que vous vous réveillez, que vous êtes interrompu dans vos prières? Quel effet est-ce que cela a eu ou a toujours sur ces personnes? Monsieur Abdelrahman, vous dira l'accusation, est l'un des leaders de haut rang des Janjaweed et le gouvernement du Soudan s'est appuyé sur lui fortement. Ils ont eu une étroite coopération avec lui. L'accusation vous dira qu'il a participé en toute connaissance de cause à la commission de ces crimes. Et ce n'est pas une question rhétorique. Nous démontrerons par les actions et les éléments de preuve qu'il était fier du pouvoir qu'il pensait exercer et de l'autorité qu'il détenait. Et de cette étrange réputation, la joie dont il retirait de cette réputation, ses forces, nous vous le dirons, ont traversé plusieurs parties du Darfour en les saccageant, Wadi Sali, les localités de Moukjar, dans l'ouest du Darfour, infligeant des souffrances terribles aux hommes, aux femmes et aux enfants dans les villages qu'ils ont laissés derrière eux ou dans les populations qu'ils ont déplacées, mais également à Kodoum, Bindizé, Moukjar et Deleg. Et mes collègues aborderont cette question après moi. Ces attaques contre ces 4 villages et les exécutions qui ont été commises, les crimes sexuels et sexistes, les crimes contre les enfants, ainsi que l'intention de commettre des persécutions, tout cela est à la base et le socle même de cette affaire. Et cela est mis en évidence d'une certaine manière, de manière imparfaite peut-être, dans les 31 charges sur lesquelles vous devrez vous prononcer. Le viol était infligé délibérément et fréquemment. Ce n'était pas accidentel, ce n'était pas un individu isolé qui commettait ces crimes, cela était infligé délibérément dans le cadre des attaques contre la population civile. Un témoin nous dira que cela était très commun. Pour vous donner un exemple des conséquences, et cela s'applique partout dans le monde, mais plus précisément au Darfour, et cela sera mis en évidence par le P0015. Ce témoin nous dira, je cite, « Certaines des femmes et des filles qui ont été violées lors du conflit ont tenté de se suicider. » Elle ajoutera, je cite, « Dans ma communauté, une fille qui a été violée n'a aucune valeur. » Et nous le constatons très fréquemment. Les individus ciblés par le crime de viol doivent subir ce crime de manière immédiate. Et cela a des conséquences qui sont bien connues dans diverses cultures. La victime, bien trop souvent, est exclue, séparée
de sa communauté, voire de sa famille. Le même témoin vous décrira que lors d'une attaque sur Bindizi, un des éléments Janjaweed est venu, il montait à cheval et a pris de force une fillette de 15 ans. Il l'a assis derrière lui et est parti au galop. Le témoin vous décrira également que les Janjaweed et les Asakir, vous entendrez souvent utiliser ce terme Asakir. Ce terme signifie les membres des forces de sécurité ou les forces de répression qui portaient l'uniforme au Soudan. Donc, ils avaient choisi au préalable entre 10 et 15 filles et femmes. Et le témoin vous dira qu'ils les ont emmenées dans un lieu. Et je devrais lire ce qui s'est passé après. Avec votre autorisation, je vais vous citer ce qu'elle a dit. Le témoin a dit, et je cite, les Janjaweed et les Asakir ont déchiré les dessous de ces femmes et de ces filles, de sorte que lorsque les femmes et les filles étaient par terre, elles étaient déjà nues. Et le témoin poursuit en disant ceci, s'agissant des jeunes fillettes, elles étaient tenues par l'un d'entre eux, tandis que l'autre travailler sur elle. Travailler, vous comprendrez que c'est le terme utilisé par le témoin. Elle a dit que plus les victimes résistaient, et aussi la victime résistait, elle était retenue par deux hommes. Le premier la retenait par les jambes et l'autre la retenait par les bras. Et alors que l'autre homme, le troisième, travaillait, vous comprendrez qu'il s'agit de viol dans ce cas-là, et donc il a relevé sa djalabiya, il a enlevé son sous-vêtement et il l'a violé. Madame la Présidente, dans ce récit de témoins que vous entendrez, mesdames les juges, vous l'entendrez aussi, les filles et les femmes ont été violées. Elles appartenaient à un groupe de 10 à 15 personnes, dans des lieux où on conservait des cacahuètes ou des arachides, donc y compris une femme et deux de ses filles. Toutes les filles ont été violées, elles avaient entre 15 et 18 ans. Toutes les filles qui ont été violées étaient âgées de 15 à 18 ans. Elles avaient tout leur avenir devant elles avant de subir tous ces sévices. Et la seule exception à ces fillettes de 15 à 18 ans, c'était une mère, la mère de deux filles, qui avaient entre 30 et 40 ans. Madame la Présidente, malheureusement, les récits de ce genre sont très nombreux. Nous ferons de notre mieux, eu égard au stade où nous en sommes de cette procédure, donc pour mettre en exergue les crimes sexistes et sexuels. Nous ferons de notre mieux pour que vous puissiez déterminer la responsabilité pénale de M. Abdelrahman et la pertinence de tous ces faits, pour que vous compreniez également l'ampleur des sévices et des souffrances de ces personnes. Même les enfants en bas âge n'ont pas été épargnés lors des attaques sur Kundum et Bindizi. Selon un témoin, le jour de l'attaque du 16 août 2003, une autre femme qui répondait au nom de Fatima, elle avait un bébé sur son dos. Un Janjaweed qui était à cheval lui a ordonné de déposer l'enfant. Lorsqu'elle a refusé, il a pris l'enfant dans ses bras, il l'a jeté en l'air, il a constaté que c'était un garçon, il l'a lancé dans l'air et il est tombé à environ 1 mètre d'où elle était. Je décris en fait son récit, je cite son récit. Lorsque son enfant est tombé, il est resté au sol, il ne respirait plus. Une vieille dame l'a prise dans ses bras, il a commencé à respirer de nouveau et toutes les femmes ont commencé à crier au secours et que Dieu nous vienne en aide. À Mokjar, vous l'entendrez durant les allocutions liminaires et tout au long du procès, des récits, vous entendez parler de récits de désespoir, de difficultés, de tout ce que les gens ont subi dans le commissariat
Moukjar. Ils étaient confinés dans des lieux très restreints. Ils devaient faire leurs besoins là où ils étaient. Il faisait très chaud. Le commissariat était surpeuplé et il y avait une odeur nauséabonde dans les cellules. Selon un témoin, les gens étaient entassés les uns par-dessus les autres. Ils étaient détenus fours, ils avaient le teint très noir. Et ils étaient entassés dans cette cellule, il faisait très chaud, il n'y avait pratiquement pas d'air. Et il ne s'agissait pas simplement de Janjaweed ou d'éléments des forces de sécurité qui portaient l'uniforme, qui infligeaient. Il n'y avait pas que ceux-là qui infligeaient donc tous ces sévices. D'après le témoin, c'est M. Abdelrahman Ali Kouchaib lui-même, en personne. Il n'était pas éloigné de la scène, c'était un participant actif. Le témoin P0191 0919 donc décrit que pendant qu'ils étaient au commissariat, Ali Kouchaib battait ou passait à tabac les Oumda, c'est-à-dire les aînés de la communauté. Et vous entendrez des témoins vous raconter cela, que les aînés étaient particulièrement ciblés pour briser un peu la volonté, casser la volonté de la communauté et la cohésion de la communauté. Un autre témoin vous dira que Ali Kouchaib a rasé le crâne de 2 détenus avec un... Et donc, il les a blessés ce faisant. Et 3 des détenus ont eu leurs oreilles coupées. Le témoin dit qu'il ne sait pas ce qu'il est advenu de ces 3, mais il a indiqué qu'il ne les a plus revus. Les autres détenus pleuraient parce qu'ils étaient impuissants. Et Ali Kouchaib a quitté la cellule après cela. Selon l'accusation, il était présent. Il n'était pas passif, mais bel et bien un participant actif. Malheureusement, s'agissant du P919, ce témoin n'était pas un simple témoin oculaire de la misère des autres. Il n'a pas eu simplement le malheur d'être présent lors de ses passages à tabac ou de ses oreilles coupées. Lui-même a été brûlé par... il a été donc brûlé. Il décrit que pendant le... Enfin, vous entendrez pendant le procès dire que Abu Taïra, qui était chargé d'organiser les forces de réserve pour le gouvernement du Soudan, qu'il l'avait interrogé, qu'il lui avait demandé ce qu'il en était des rebelles de Tora Bora, et il a répondu qu'il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Et il vous dira qu'il a été terriblement traité, qu'il a été brûlé par une barre métallique, soit sur les épaules, soit sur les cuisses ou le dos. Et pendant le procès, vous verrez les cicatrices, vous verrez quelques-unes de ces cicatrices qui, de l'avis de l'accusation, M. Ali Kouchaib Abdelrahman, qui est ici dans ce prétoire, a infligé aux témoins. Il a marqué à jamais la peau de ces témoins qui viendront vous parler et que vous verrez. Il y avait un mépris total pour l'humanité de ces personnes. Vous entendrez des exemples de viols ciblés et du fait que les Oumda, donc ces chefs, ces dirigeants communautaires, étaient ciblés également. Le témoin P0129 vous dira qu'il était assis lorsqu'il a été frappé par une barre métallique. Il était assis par terre et c'est Ali Kouchaib qui est arrivé, qui nous frappait. Et il y avait un Oumda du nom de Yahya, un des aînés de la communauté Four. Il y avait un petit enfant également qui était assis à côté de ce Oumda Yahya. Et lorsqu'Ali Kouchaib a brandi sa hache et que celle-ci a frappé l'Oumda, Yahya, eh bien, par inadvertance, il a également frappé l'enfant qui était assis à côté de l'Oumda. Évidemment, il ne s'agit pas là de la seule victime enfant de Moukjar. Lors d'un épisode
effroyable. Et vous entendrez parler d'une exécution au bord de la route où l'accusé aurait ordonné que 5 enfants soient tués, des enfants de 10 à 12 ans. Ils ont été tués ainsi que leurs enseignants religieux. Donc c'est le témoin P905 qui vous dira qu'il y avait un cheikh qui était dans sa halwa, qui est en fait une école coranique, et les Janjawids sont arrivés. M. Abdelrahman est arrivé aussi. Il tremblait de peur. D'après le témoin, les enfants tremblaient de peur. Ils avaient très peur. Et le cheikh a dit, moi je n'ai pas peur de mourir. Vous pouvez me tuer. Mais ces 5 enfants, ils sont pauvres. Je suis responsable d'eux. Et ce sont des orphelins. Et malgré tout cela, vous entendrez, Madame la Présidente, Mesdames les juges, que sans pitié, ces enfants ont été tués. Le cheikh a été témoin de cela. Il a compris qu'il serait le suivant. Et il a demandé ce qu'on autorise à faire 2 raka'at, c'est-à-dire des prières surérogatoires, 2 mouvements de prière qu'on appelle raka'a. Et le témoin 905 dit que M. Abdelrahman l'a autorisé à faire cette prière surérogatoire. Et il a dit ceci. Comme c'était un homme pieux, il a fini sa prière, il a fini ses rakas, et eux, ils l'ont achevé. Madame la Présidente, je pourrais vous donner de nombreux exemples d'exactions au moyen d'une hache, du fait qu'il ait ordonné qu'on tue des enfants, du fait qu'il ait autorisé des viols, du fait qu'il ait participé à toutes les allégations dont vous allez devoir connaître. Disons, en somme, que ce sont des exactions sauvages. Un autre exemple nous vient du témoin P976 qui parle des conditions de détention à Mokjar et où le Umda a été convoqué en présence de l'accusé. Donc le Umda Yahya Ahmad Zarouk est venu, donc M. Abdelrahman Ali Koucheb l'a convoqué et l'a traité de criminel. Et l'Umda a eu la témérité de hocher la tête, et donc Ali Koucheb l'a frappé avec sa hache. L'Umda est tombé par terre, comme on peut l'imaginer. Il n'était plus en mesure de se relever. Et pendant que Ali Koucheb, M. Abdelrahman passait à côté de lui, il lui a tiré l'oreille et lui a dit « Je vais monter à dos de cet âne. Je vais monter à dos de cet âne. » Et cet acte déshumanisant, humiliant, inadmissible, n'était pas limité à Mokjar. De tels actes ont été reproduits dans d'autres lieux également. Le P907 vous racontera qu'à Dleg, il y avait des hommes qui étaient allongés par terre sur leur ventre au commissariat et qu'ils étaient tous terrifiés. On lui a demandé de faire la même chose et un des détenus a dit à M. Abdelrahman « Mais qui êtes-vous pour nous obliger à nous allonger à plat ventre devant vous ?» M. Abdelrahman aurait répondu « C'est moi qui suis en charge ici, je fais ce que je veux. » Et il a donc frappé le détenu avec cette hache. Le témoin vous décrira qu'il a été blessé et que Ali Koucheb n'a pas trouvé nécessaire qu'il soit allongé à plat ventre devant lui. Il voulait vraiment les dépouiller de toute dignité humaine. Il a commencé à marcher sur leur dos. Et il n'y a pas que ce témoin qui vous racontera cela. Il y a un autre témoin qui vous racontera qu'il a vu M. Abdelrahman marcher sur le dos des détenus pour les humilier, pour
et casser leur volonté. Le témoin 0671 vous racontera cela. Le témoin 907 vous dira qu'il n'a jamais entendu parler d'un tel traitement. Personne ne commet ce genre d'acte. L'impact sur les enfants, on ne saurait exagérer l'impact sur les enfants, Madame la Présidente et Mesdames les juges. Nous verrons des exemples, vous entendrez parler d'exemples où des enfants ont été attaqués lors de l'attaque sur Brindisi, des enfants ont été tués par balles, été abattus à Mukjar. Vous entendez parler de traumatisme, de l'angoisse, de la terreur imposée à ces enfants par l'accusé. Le P 0555 ou 0955 avait environ 15 ans à l'époque. C'est un Soudanais du Darfour. À l'instar de tous les enfants du monde, il aime le football. Mais plutôt que d'avoir des souvenirs de matchs de foot avec ses amis, au lieu d'avoir une vie normale, comme sa famille se serait attendue, s'y serait attendue, eh bien, ce témoin vous dira que son père a été détenu, il a été embarqué dans un véhicule après avoir été arrêté à Délègue. C'est comme s'il se doutait un peu ce qui allait se passer, donc il a indiqué, mon père s'est tourné, il m'a regardé, il a regardé. Donc nous avons eu un contact visuel, lui et moi, et c'était à peu près la dernière fois que j'ai vu mon père vivant. Un autre témoin, le témoin P 0714, vous racontera un récit très édifiant, et vous le constaterez vous-même. Il vous racontera qu'il avait pris la fuite de son domicile vers, c'était je pense en 2003, juste après la prière du Fajr, donc la toute première prière du jour. Il a dit ceci: j'étais dans mon lit, mon père s'était réveillé avant moi, il était en train de faire ses ablutions. L'appel à la prière se fait généralement à 4 heures du matin, et c'est à ce moment-là que j'ai entendu des coups de feu. Mon père a crié et nous a demandé de nous lever. Nous sommes sortis de notre maison, nous avons vu des flammes, des incendies partout dans le village. J'ai entendu des gens qui criaient, qui couraient à droite et à gauche. J'ai eu peur. Il y avait un chaos total. J'ai vu les Janjaweed qui tiraient leurs armes et j'ai eu peur. J'ai fui, mais j'ai entendu les coups de feu. Et donc, à l'instar d'autres témoins, il viendra vous raconter son récit. Et immédiatement après cette attaque, la terreur ne s'est pas arrêtée parce que le témoin vous racontera qu'ils ont pris la fuite. Ils sont restés dans la montagne pendant environ 2 semaines pour essayer de survivre. Ils avaient à peine de la farine et quelques vivres avec eux. Et pendant 2 semaines dans la montagne, ils ont entendu des coups de feu dans cette région-là. Et les effets à long terme sont résumés par ce que le témoin dit. Du fait de l'insécurité dans ma région, du fait du conflit, je n'ai pas pu poursuivre mes études plus avant. Et cela vous donne donc une idée, même si la période des charges n'est pas très longue, les conséquences sont néanmoins très très longues. Les conséquences continuent à ce jour. Une mère, le témoin P011, décrit cette réalité du fait de la criminalité, du fait des actes délibérés commis par l'accusé ainsi que d'autres selon l'accusation. Le témoin a dû prendre la fuite. Elle a dit, et je cite, « Le conflit au Darfour a divisé ma famille. Ma mère se trouve au Darfour et mon fils aussi, et moi je suis au Tchad. Je pense constamment à eux et c'est seulement grâce au système de la Croix-Rouge que je peux communiquer avec eux. C'est très lent et c'est très douloureux. Il est très difficile de savoir que ma famille est humiliée, qu'ils sont détenus sans qu'il y ait de raison, sans justification. Un autre témoin, un jeune homme, un jeune adolescent, un enfant en fait, le P671, vous parlera des effets durables du traumatisme ayant été témoin de l'arrestation de son père et de son frère à Délège et ayant appris
ou ayant vu leurs cadavres et ayant eu à les enterrer. Aucun adolescent, personne ne devrait être témoin d'un tel acte. L'accusation vous présentera un autre témoin qui vous dira que les images que j'ai vues resteront de façon indélébile dans ma mémoire. J'ai encore des cauchemars à cause de cela. J'ai vu ce qui s'est passé à mon père et mon frère. En fait, ce sont des exemples précis, mais qui illustrent ce que l'ensemble de la communauté a vécu. Par exemple, ceux qui ont vécu dans des camps de réfugiés, comme le camp de Kalma et d'autres. Madame la Présidente, Mesdames les juges, cette affaire n'est pas compliquée. Il ne s'agit pas d'une affaire qui fait intervenir la responsabilité du commandant militaire supérieur ou d'un civil, où le commandant est très éloigné du théâtre des opérations. Il s'agit d'une affaire où il y a une pléthore d'éléments de preuve émanant de sources différentes, démontrant que l'accusé a tué, qu'il a ordonné, qu'il a encouragé la commission de tous ces crimes dont vous aurez à connaître. Il a participé, il a ordonné. Il semble dire, pour se défendre, que ce n'est pas lui. Il ne s'agit pas de lui. Dans quelques instants, vous entendrez mon confrère, M. Julian Nichols. Il vous présentera des éléments supplémentaires qui seront présentés donc lors de la présentation des moyens, et vous verrez vous-même s'il s'agit d'un moyen de défense défendable ou si c'est une insulte à la justice et à la vérité. Témoin après témoin l'ont vu, l'ont entendu, l'ont reconnu. Témoin après témoin connaissait M. Abdelrahman avant la période des faits. De l'avis de l'accusation, cette affaire est une affaire solide et nous sommes sûrs que lorsque vous aurez entendu tous les éléments de preuve, lorsque vous aurez apprécié les observations, les défenses, les questions de la défense, vous serez convaincus de la culpabilité de M. Abdelrahman. Madame la Présidente, Mesdames les juges, je n'ignore pas le fait que je suis ici devant vous, je porte cette robe d'avocat à des milliers de kilomètres du Darfour, bénéficiant de toutes ces technologies qui nous entourent dans des locaux très modernes. Et on a l'impression qu'on est très loin du Darfour. Et c'est vrai, nous sommes très loin de la réalité que connaissent bien des victimes du Darfour, des survivants du Darfour, et qu'ils vivent toujours, soit dans des camps de réfugiés, au Tchad, ou dans des camps pour personnes déplacées à l'interne, ou même ceux qui vivent dans la diaspora, donc ceux qui ont fui leur pays et qui vivent dans différents pays. Mais dans le même temps, avec votre permission, Madame la Présidente, Mesdames les juges, j'aimerais vous rappeler que nous n'oublions pas ces victimes. Ces victimes sont présentes dans notre esprit, dans nos esprits, et je suis certain que leur voix sera entendue par vous, Mesdames les juges, et vous verrez ce qui s'est passé par leur truchement, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Ils vous racontent cela. Et avec tout le respect que je vous dois, il y aura une seule issue possible à la fin de ce procès. J'en arrive à la fin de ma déclaration liminaire. Le premier substitut du procureur, M. Julian Nichols, sera le prochain à prendre la parole. Il vous parlera donc de l'accusé, de l'identité de l'accusé. Il sera suivi de M. Edward Jeremy, qui abordera deux thèmes, donc les éléments contextuels des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et la position de l'accusé, la position d'autorité et d'influence qu'il avait. Il sera suivi par Mme Melissa Sims, qui se joindra à nous après la pause. Elle parlera des crimes commis à Koudoum et Brindisi, ainsi que dans les environs. Et M. Pudu Sachitanandan abordera deux thèmes, les crimes commis à Mukjar et ses environs, et les charges relatives à la persécution, s'agissant de tous les épisodes faisant l'objet donc des charges, Koudoum, Brindisi, Mukjar. Et enfin, Madame Alison Whitford vous parlera des crimes commis à Délègue et ses environs. Madame la Présidente, vous entendrez donc des témoignages et vous allez devoir connaître d'une affaire
pour laquelle la Cour pénale internationale a été créée. À mon avis, c'est justement le genre de situation à laquelle pensait le Conseil de sécurité lorsqu'il a renvoyé cette affaire devant nous et devrait être fier de l'avoir fait en application de la Charte des Nations Unies. À la fin de ce procès, je suis sûr que les premiers signes de justice se profileront dans un désert d'impunité au Darfour. Et sur ce, avec